Hop. Bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? On a Laurent qui est présent. Bonjour. Parfait. Merci Bernard. Donc je vais estimer que tout le monde me voit et tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver cette semaine encore pour ce webinaire revue technique des marchés avec Laurent Albi, donc président de la FAT, qui nous revient de vacances avec donc son nouveau look qui lui va très bien. Je Bonjour Mathieu, donne tout de bonjour à suite tous. la parole à Laurent qui va se présenter et qui pourra nous afficher donc cette charte et nous commencerons le webinaire sans plus attendre. Alors merci Mathieu, voilà, il faut que tu me proposes le partage d'écran. Tu devrais la voir. Voilà, Voilà. normalement vous devriez voir mon écran. Eh bien bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire donc organisé par BNP Paribas en partenariat avec la FAT, l'Association française des analystes techniques, association de loi 1901 à but non lucratif qui a pour mission de faire la promotion de l'analyse technique aussi bien auprès des professionnels que des investisseurs privés. Et on passe donc une heure ensemble chaque semaine pour décrypter la structure technique des marchés financiers qui peuvent être aussi bien des actions, que des indices, que des matières premières, des produits de taux ou des devises. Donc n'hésitez pas à faire parvenir à Mathieu ou Falco pendant la semaine la liste des sous-jacents qui vous intéressent pour qu'on puisse effectivement les examiner ensemble et je vous demande à chaque fois de bien préciser l'horizon de temps qui vous intéresse parce qu'une analyse n'est pas la même selon qu'elle est mise en œuvre en intraday, en bougie quotidienne, autrement dit sur du court terme, ou au contraire sur un horizon de temps plus grand. Alors on a eu des questions, Mathieu, Effectivement. qui nous ont été posées. Eh ben, on va tout de suite attaquer ces questions. Et puis s'il nous reste un petit peu de temps, on regardera ensemble les principes, soit des sous-jacents qui arriveront dans le pipe au fur et à mesure du webinaire, soit on regardera effectivement les principaux indices. Alors, je voudrais commencer ce webinaire aujourd'hui en répondant donc aux questions de Sylvie, qui a mené donc une analyse technique sur Neopost. Alors, je vais mettre le chart à l'écran. Voilà. Et alors, attendez, je vais enlever tous ces niveaux qui sont beaucoup trop nombreux. Voilà. Alors, je vais lire le mail de Sylvie Sylvie, parce oui. il est intéressant et puis on va répondre à chaque question dans l'ordre où elle les a posées. J'espère que vous êtes là, Sylvie, et je serais heureux que vous réagissiez si effectivement il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les explications que je vais vous donner par rapport aux questions que vous nous posez. Donc Sylvie est bonjour, bien présente. Sylvie est présente. Eh bien, écoutez, c'est super. Donc Sylvie nous dit bonjour. J'ai essayé de réaliser une analyse technique sur Neopost pour savoir quand prendre une partie de mes bénéfices après un réinvestissement à 21,25 €. Alors 21,25 €, on va quand même montrer à tous nos auditeurs où est-ce qu'est ce niveau. Voilà, donc Sylvie, elle est rentrée sur Neopost
vraisemblablement donc autour de ce niveau. C'est un niveau qui se comprend pour rentrer sur le titre parce que on avait, je vais peut-être mettre un tout petit peu plus de data. Voilà, donc on avait Neopost qui était dans un premier temps dans une tendance baissière, une grande stabilisation ici des prix qui s'est faite sur environ 9 mois. Cette stabilisation des prix, elle pourrait s'apparenter à ce que les anglo-saxons appellent un rounding bottom, c'est-à-dire un creux arrondi. Vous voyez que c'est une structure qui est assez désordonnée, puisque elle est beaucoup moins bien structurée, par exemple, qu'une tête-épaule qui a une ligne de cou très nette. Là, vous voyez que les niveaux ne sont pas très clairs, aussi bien en résistance qu'en support. On enfonce, on réintègre. À chaque fois, on a des niveaux qui sont différents. Donc, les rounding bottom sont des figures qui sont difficiles à traiter et qui lancent souvent des pièges et qui mettent du temps en général à se retourner. D'ailleurs, on voit bien sur cette échelle de temps qu'il a fallu une période de plusieurs mois de stabilisation avant qu'on assiste donc à un retournement de la tendance. Alors, on sort de ce rounding bottom par une impulsion haussière, vous le voyez ici, et puis après, on vient rechercher alors un niveau, vous voyez, par là, c'est-à-dire un niveau de résistance qui avait été testé une fois à 21,04. On pourrait dire aussi que le niveau de résistance plus pertinent, il aurait été par là, un petit peu plus bas, à 20,60. En tout cas, quand l'impulsion a eu lieu et que le franchissement de la résistance a été avéré, on a eu un retour sur ce niveau de résistance qui est devenu donc potentiellement support. Vous savez maintenant que lorsqu'une résistance devient support, c'est un principe connu d'analyse technique qui est mis en jeu, c'est le principe de changement de polarité, il a été vérifié ici, et les titres sont repartis donc ensuite à la hausse. Donc Sylvie, elle rentre à 21,25, donc c'est vraiment un excellent prix pour rentrer sur Neopost. Et puis, il y a depuis une structure haussière qui se fait en deux vagues ou en deux temps à partir de ce niveau. Une première vague d'impulsion, vous le voyez, entre 21,20 et puis 30,31. Il y a ensuite une phase de consolidation assez contenue où on voit bien qu'on a la pression acheteuse qui se manifeste rapidement, puisqu'à partir de ce niveau à 31 euros, on voit que les cours se replient de manière très peu significative. On voit également que sur ce repli, on a également ce principe de changement de polarité qui est de nouveau mis en œuvre. Hein. C'est un niveau c'est un principe qui est important. Résistance à 27,69 qui devient également un support. Et puis derrière, très forte impulsion haussière. Alors, la question de Sylvie, elle me dit en première remarque, sur le long terme en hebdo, j'ai observé une résistance à 37,50. Alors vous le voyez, cette résistance à 37,50, elle est validée par ce triple test de ce niveau. Vous voyez, je zoome un petit peu. Avec ces trois mèches qui vont chercher effectivement ce niveau à 37,50 et à chaque fois on a des mèches hautes qui se mettent en place. Autrement dit, vous le savez maintenant, quand on a une mèche haute qui se forme sur une bougie, ça signifie qu'on a de la pression vendeuse qui rentre sur le marché et donc la bougie qui avait un grand corps au départ, finalement a un corps qui rétrécit avec l'apparition de cette longue mèche. Alors Sylvie, je ne sais pas si je suis d'accord avec vous quand vous dites sur le long terme, j'ai observé une résistance à 37,50 parce que vous le voyez, à court terme, on a manifestement ce triple rejet du marché à 37,50, mais on va se mettre maintenant
à long terme. Et vous voyez que, attendez, je vais enlever toutes ces petites observations. Vous voyez que la résistance, le premier gros niveau de résistance à moyen terme, il se fait sur 39,23. C'est-à-dire cette mèche ici de la semaine, puisque les bougies qu'on a actuellement à l'écran, ce sont des bougies hebdomadaires. Et on a donc dans la semaine du 1er juin 2015, c'est-à-dire il y a environ 2 ans, une résistance qui s'est construite à 39,23. Alors si on descend un petit peu et si on ne prend pas en compte la mèche, mais qu'on considère plutôt les lignes de clôture hebdomadaires, on voit qu'on a une résistance ici. Voilà, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous voyez, quand on se met en clôture, Sylvie, on a ce niveau de résistance autour de 38 euros. On a d'ailleurs, après cette forte impulsion baissière, cette consolidation latérale avant de repartir à la baisse. Donc, soit on a effectivement 38 euros en premier niveau de résistance hebdomadaire, en clôture hebdomadaire, soit on a en mèche un niveau ici qui est à 39,23. Alors pourquoi c'est intéressant de faire cette remarque? Parce que souvent les supports et les résistances sont identifiés par les opérateurs comme des lignes. C'est-à-dire, j'ai un niveau à 39,23, j'ai un niveau à 37,99. Et en fait, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faille raisonner. Il vaut mieux essayer d'appréhender le marché et les supports et les résistances en tant que zone. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un extrême de marché ici à 39,23 et ici en clôture 37,99, moi ce que je préfère faire, je vais zoomer, c'est dire, vous voyez, sur cette zone, j'ai effectivement ce que j'appelle moi une zone de résistance. Autrement dit, je ne sais pas exactement où est-ce que la nouvelle pression vendeuse va se manifester, si elle se manifeste, mais en tout cas, je préfère dire entre 38 et 39,23, j'ai 1 euro, 1,50 € pour être large, de zone de résistance qui fait que c'est sur cette zone qu'il risque d'y avoir la manifestation d'un courant vendeur nouveau qui se manifeste et qui fera obstruction à l'impulsion. Donc Sylvie, pour répondre précisément à votre question, il existe une résistance de court terme à 37,50, mais si on se met sur du moyen terme, alors il vaut mieux envisager la zone entre 38 et 39,23. Voilà, donc ça c'était le premier élément de réponse pour Sylvie. Alors si maintenant on se remet sur du court terme, on voit effectivement donc que on a donc toujours cette zone de résistance qu'on a préalablement identifiée et que le marché en fait s'est fait stopper avant puisqu'à 37,50 il y a effectivement de la pression vendeuse qui est déjà rentrée sur le marché. Alors Sylvie nous dit sur le court terme au quotidien, j'ai observé une figure de retournement, un harami baissier le 6 avril. Alors on va zoomer. Et vous voyez que le 6 avril, c'est cette bougie auquel Sylvie fait référence. Alors, est-ce que cette bougie est effectivement un harami baissier? Est-ce que quelqu'un peut répondre rapidement? Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'affirmation de Sylvie? Et Sylvie, hein, on prend donc vos observations pour progresser ensemble. C'est super que vous posiez des questions et justement le fait que vous n'ayez pas tout le temps raison, c'est très positif parce que justement ça va vous permettre d'avoir une meilleure lecture et de devenir meilleur. Donc ne soyez pas heurté par le fait que vous ayez pu répondre de manière incorrecte à vos questions. Alors Mathieu, est-ce que j'ai des réponses ou pas pour le moment? Alors, on a Bernard qui répond que ça y ressemble, mais que la bougie suivante est haussière. Pierre nous dit que non. Et Yann nous demande si, Laurent, tu peux agrandir un petit peu le
le range en fait, voilà. Voilà. Alors, la réponse, Sylvie, est non. Ce n'est pas un harami baissier. Pourquoi? Alors, premièrement, les haramis sont baissiers quand ils se forment au sommet d'une tendance et haussiers quand ils se forment en bas d'une tendance. Donc là, on pourrait effectivement, le 6 avril, avoir un harami baissier parce qu'on est en haut d'une tendance. Sauf que pour que le harami soit vraiment bien formé, il faut déjà que la grande bougie blanche qui le précède soit très grande, ou en tout cas qu'elle soit beaucoup plus grande que l'amplitude des corps des bougies précédentes. Or, vous voyez que le 5 avril, le corps de la bougie ici présente n'est pas particulièrement grand. En fait, on peut dire que c'est une taille moyenne. Donc déjà, ça, c'est un petit problème parce que on aurait aimé voir, par exemple, une grande bougie blanche comme ça, et puis derrière, une petite bougie noire. Et là, pour le coup, regardez, le corps de la bougie noire, il fait à peu près la moitié du corps de la bougie blanche qui le précède. Donc, on n'est pas du tout dans l'esprit du harami. Le harami, il faut vraiment avoir une grande bougie. Donc, pour que ce soit un harami baissier, il faut une grande bougie blanche et il faut vraiment une toute petite bougie noire. Et là, vous le voyez, la bougie n'est pas suffisamment petite, la bougie noire n'est pas suffisamment petite par rapport au corps qui le précède. Donc, on ne peut pas véritablement parler de harami. Et d'ailleurs, derrière, on voit bien que on n'a pas du tout une baisse, on a une consolidation latérale. Donc, Sylvie, on ne peut pas vraiment dire que cette bougie, c'est un harami. Si on s'était arrêté comme ça, déjà, on aurait pu avoir plus l'esprit du harami, c'est-à-dire une bougie dont le corps n'est certes pas très important, mais il est quand même significatif. Et là, pour le coup, on a presque un doji qui est en formation. Donc là, on aurait peut-être pu parler de harami. Mais là, par contre, vous le voyez, c'est pas le cas. Alors, si on retourne un petit peu en arrière, euh, je vais vous montrer là, pour le coup, à quoi ressemble un harami haussier. Attendez, il faut que je zoome. Je vais vraiment essayer de bien vous montrer les choses. Voilà, regardez. Là, on a une dépréciation des cours de 31 euros à 28 euros. C'est une dépréciation de court terme. On a une bougie noire qui a un corps qui est beaucoup plus important, qui est le plus important en fait en amplitude de tous les corps précédents depuis le déclin. Et là, on a une petite bougie blanche. Donc ici, le contraste, il est vraiment saisissant entre l'amplitude, la variation intraday de cette petite bougie blanche et le range intraday de toute la bougie noire qui précède et du corps, vous le voyez, qui est très important. Donc là, effectivement, on a un harami. Mais vous voyez, si on s'était mis comme ça, ici, même si effectivement on a une grande bougie blanche ici qui vient vraisemblablement solder la tendance haussière de court terme, cette bougie noire, elle n'est pas suffisamment petite, Sylvie, pour la qualifier de harami. Voilà, donc pour répondre, on n'avait pas de harami baissier sur la figure donc du 6 avril. Alors ensuite, Sylvie nous dit, faut-il vendre tout de suite ou attendre un jour ou deux pour avoir la confirmation du retournement? Alors, pour le moment, Sylvie, il n'y a aucune figure de retournement présente sur Neopost. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a ici
un gap haussier qui s'est formé, vous le voyez, sur la sortie de la consolidation latérale précédente. Et d'ailleurs, ce gap haussier, il est important parce que c'est un gap, un breakaway gap, c'est-à-dire que c'est un gap qui s'est formé au-dessus de la zone de résistance de la congestion précédente. Et par conséquent, c'est un gap qui est extrêmement important. Je vous rappelle que tous les gaps ne sont pas importants. Il y a trois grandes catégories de gaps. Les gaps de rupture, ou en français, ou en anglais, pardon, les breakaway gaps. Il y a les gaps communs, qui sont des gaps qui n'ont pas beaucoup d'importance. Et puis, il y a les gaps d'épuisement, qui sont en fait le dernier, qui représente en fait la dernière salve d'achat dans le cadre d'une tendance haussière avant d'annoncer un retournement. Les gaps d'épuisement, on ne sait jamais que ce sont des gaps d'épuisement avant qu'ils soient comblés. Et pour qu'un gap d'épuisement soit effectivement catégorisé comme tel, il faut qu'il vienne au terme donc d'une tendance haussière significative. Donc là, on n'est pas du tout au terme d'une séance, enfin d'une tendance haussière significative, puisqu'on est en train on était en train au préalable de consolider, donc on sait déjà que ce n'est pas un gap d'épuisement. On franchit une résistance, donc il y a de fortes chances pour que ce soit un breakaway gap. Et effectivement, on voit que derrière le gap, ça a continué de payer de manière assez significative pendant 3 ou 4 jours avant d'avoir une stabilisation des prix. Alors, on voit bien que le corps des bougies actuel est tout petit par rapport au corps des deux bougies qui ont suivi le breakaway gap. Et donc, Sylvie, le propre d'une tendance, c'est d'être toujours considéré comme tel tant qu'on n'a pas la preuve de son retournement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas une figure de retournement baissier qui se forme sur Néopost, tant qu'on n'a pas les précédents creux qui ont été enfoncés, on reste dans un trend qui est ascendant. Alors regardez, on va se mettre comme ça, et vous voyez que on reprend donc notre rounding bottom du début. On a une succession de creux et de sommets qui sont ascendants. Et là, on vient de faire un nouveau sommet. Autrement dit, si on considère cet horizon de temps, c'est-à-dire celui qui démarre il y a environ un an, en avril 2016, on est dans un schéma haussier avec donc un directionnel qui est fort. Alors pour le moment, Sylvie, il n'y a aucun signe de retournement sur Néopost. Du point de vue de l'analyse, le premier niveau qui montrerait qu'il y a un changement d'appréciation de la structure actuelle, ça serait si on revenait sur ce niveau à 31,30 voire 30,50 et qu'on comblait le gap. Hein, si on comblait ce gap, alors ça voudrait dire quand même qu'il y a une petite dégradation dans la structure haussière, c'est-à-dire qu'on aurait une pression vendeuse un petit peu plus significative que prévu, avec donc une réintégration de la zone précédente de consolidation. Mais le vrai niveau en fait qui invaliderait la tendance actuelle, ça serait la rupture du support. Autrement dit, du point de vue stricto sensu de l'analyse, tant qu'on reste au-dessus de 27,69, on est dans une tendance haussière. Alors vous allez me dire, ça c'est l'analyse, mais ça m'aide pas beaucoup du point de vue de mon trading, parce que j'ai pas envie de laisser s'évaporer tous les gains entre 37,50 et 27,69. Ça fait quand même une partie substantielle de gains potentiels que je laisserai filer sous prétexte que l'analyse technique nous dit que tant qu'on est au-dessus de 27,69, la tendance reste haussière. Donc déjà, premier élément,
il ne faut pas réintégrer cette zone de consolidation ici. Donc, il ne faut pas passer sous 31,30. Donc, on pourrait dire déjà la clôture sous 31,30 serait un premier signal de faiblesse. Mais même ça, c'est un petit peu lointain quand on est en gain. Donc, on peut également dire, je fixe un niveau de stop à la moitié de la bougie qui a fait le gap, c'est-à-dire, alors ça, normalement, il faut le calculer parfaitement, mais l'idée, c'est que on peut dire à 32,76, c'est-à-dire la moitié du corps de la bougie qui a fait le breakaway gap, tant qu'on reste au-dessus de 32,76, je reste dans la tendance. On peut également dire, Sylvie, que on peut remonter le stop à 35,20. Alors, ce stop à 35,20, il correspond au raisonnement suivant. On a eu une impulsion haussière importante et on a maintenant une consolidation latérale. La dernière bougie véritablement importante, c'est la première qui fait le sommet, c'est-à-dire la bougie du 3 avril, et on va prendre le creux de le point bas de cette bougie à 35,20 et on va dire tant que le marché évolue de manière latérale dans cet intervalle, eh bien en fait, il est dans une sorte de période de digestion où la très forte accélération haussière préalable a besoin donc de faire une pause. Et une fois que les indicateurs techniques qui sont sans doute surachetés vont mécaniquement se dégonfler, alors on va avoir une reprise du courant acheteur parce qu'on est allé un petit peu trop haut, un petit peu trop vite, et on a des investisseurs maintenant qui vont se mettre un petit peu en retrait. Mais néanmoins, même s'ils se mettent en retrait, si le consensus n'a pas évolué négativement et si on a toujours cette pression acheteuse, autrement dit ce fort intérêt pour Néopost à court terme, alors ça veut dire que chaque fois qu'on va retourner autour de 35,20, on va de nouveau avoir un soutien de la part du marché. Donc Sylvie qui pose une question très concrète et qui nous demande faut-il vendre de suite ou attendre un jour ou deux pour avoir la confirmation du retournement, je lui réponds tant qu'on reste au-dessus de 35,20, il ne faut pas réfléchir. Il faut rester dans la tendance parce que on ne sait jamais jusqu'où une tendance peut évoluer. Et le propre d'une tendance, c'est que justement, elle peut continuer de se déployer bien au-delà de nos espérances. Regardez, si on n'était pas resté dans la tendance depuis le départ, on aurait été stoppé et on aurait fait des gains beaucoup moins importants que ceux actuels. Donc c'est vraiment important d'essayer d'accompagner la tendance le plus longtemps possible. Maintenant, une tendance, du point de vue du trading, elle peut s'accompagner pas forcément avec une stratégie buy and hold, c'est-à-dire j'achète et je conserve, mais en faisant des rentrées, sorties successives. Ça complique manifestement significativement la tâche parce que rentrer et sortir c'est facile à dire mais le faire de manière répétée en ayant à chaque fois le bon timing c'est extrêmement délicat voire impossible. Donc il y a toujours cet arbitrage à faire entre est-ce que je reste et je conserve ou est-ce qu'au contraire je lock mes gains. Ça fait partie en fait, c'est à la discrétion de chaque opérateur. Moi je trouve que quand on est rentré sur ce niveau, quand on est aussi bien rentré, il faut essayer d'accompagner la tendance. Je rappelle qu'on est sous une zone de résistance potentiellement significative. C'est pour ça que le marché est en train de ralentir, mais il peut tout à fait continuer. Donc tant qu'on reste au-dessus de 35,20, à mon avis, il faut conserver et donner une chance à la tendance dans sa continuation. Alors, Sylvie continue en disant la séance du 7 semble correspondre à un marteau. Alors, la séance du 7, Sylvie, c'est pas un marteau, parce que la séance du 7, c'est celle-ci. Pourquoi c'est pas un marteau, la séance du 7 avril? Eh bien, parce que les marteaux se forment consécutivement à une baisse significative du marché.
Et là, on n'a aucune baisse significative. Donc, c'est juste ce que les Anglais appellent un spinning top ou une toupie, c'est-à-dire une petite bougie qui nous montre simplement qu'il y a peu d'intérêt pour ce sous-jacent sur les cours actuelles, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, parce qu'on est dans une période de consolidation, de digestion, et que pour le moment, on n'a pas d'opérateurs qui se précipitent pour à nouveau payer. Il va falloir attendre un nouveau catalyseur. Donc non, Sylvie, ici, c'est pas un marteau, c'est juste une petite bougie qui se forme, qui montre donc une consolidation à l'intérieur donc de la zone de congestion actuelle. Le 11 avril, continue Sylvie, il semblerait qu'on ait un double top. Alors, le 11 avril, on n'a pas de double top parce qu'on est dans une phase de consolidation. Alors, peut-être que Sylvie nous parle d'un double top en intraday. Alors, on va aller se mettre en intraday. Mais même comme ça, regardez, on n'a pas véritablement de double top. On a simplement une figure de consolidation. Alors, qu'est-ce que c'est un double top? Je vais vous en montrer un. On va aller sur Société Générale en horizon de temps daily. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble un double top. Voilà. Vous voyez, ça c'est un. Alors ça c'est même pas un double top. Pourquoi c'est même pas un double top? Parce que le double top il existe une fois que la ligne de coup, c'est-à-dire le creux qui est situé au milieu des deux sommets, eh bien, a été enfoncé. Donc pour le moment, sur Société Générale, on n'a même pas de double top. On a une figure potentielle en double sommet en cours de formation. Cette figure potentielle de formation serait effectivement validée par la rupture de la zone de support à 41,20 €. Mais vous voyez, là, sur Société Générale, c'est intéressant parce que pour le coup, je vais me mettre en ligne de clôture. Si on avait effectivement la rupture de la zone de support à 41,20, alors on aurait bien un premier sommet. Un premier sommet d'ailleurs un petit peu compliqué, puisque vous le voyez que on a consolidé, le marché a distribué ici, maintenant vous savez ce que c'est une distribution, donc le marché a distribué sur cette zone entre 46 et 48, entre 46 et 49. Ensuite, on est reparti à la baisse, jusqu'où on a baissé, jusqu'à ce niveau qui avait été, vous le voyez, une zone de consolidation intermédiaire. Là-dessus, on avait des opérateurs qui attendaient le repli et qui se sont repositionnés à l'achat. Et là, on voit que le marché est monté moins haut, puisque vous le voyez, on s'est stabilisé avant la période préalable de résistance à 48,76. On s'est stabilisé à 47,67. Si on se met en bougie, on voit qu'il y a des mèches qui se sont formées sur le niveau de résistance. Donc là aussi, on a à nouveau un deuxième travail de distribution qui se met en place, c'est-à-dire que manifestement, après la hausse sur Société Générale qui a démarré à 25 € et qui est allée quasiment à 50, c'est-à-dire qu'on a eu une progression de quasiment 100% entre juillet 2016 et décembre 2016, donc 100% en 6 mois, c'est juste énorme, et donc on a des prises de profit, et donc on a des opérateurs qui ont dans un premier temps vendu cette zone en prenant leur profit, et puis quand le marché est revenu sur cette zone, ils en ont profité pour revendre, pour continuer, et là pour le coup, on repart en correction. Donc là, vous voyez Sylvie, on a vraiment une figure potentielle de retournement à l'œuvre. Encore une fois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Cette figure de retournement n'existera que lorsque on aura franchi le support. Pourquoi c'est très important de ne pas anticiper la rupture de la zone de support? Parce qu'on peut tout à fait faire ça. Regardez. Autrement dit, on peut tout à fait, vous l'avez compris, ne jamais faire
le double top. Attendez. Voilà. Vous voyez? Et d'ailleurs, on pourrait tout à fait faire une projection du rectangle et dire que l'objectif sur Société Générale, c'est à 58 euros. C'est-à-dire on projette la hauteur du rectangle à partir du point de rupture. Okay, donc ça veut dire que pour le moment, ce double top, je vais faire la différence, je vais mettre une autre couleur pour que vous puissiez bien voir la différence entre la réalité et l'hypothèse. Vous voyez que on est dans une figure de consolidation latérale pour le moment qui peut tout à fait se solder par une continuation de la tendance, une rupture, un dépassement, un franchissement de la zone de résistance et une continuation haussière. Donc, vous le voyez, il ne faut pas anticiper trop vite les retournements, il faut attendre les validations des ruptures et des dépassements. Alors, si maintenant on retourne, maintenant vous avez bien compris la philosophie qui sous-tend la construction d'une figure de retournement en double sommet, ben, si on retourne sur Néopost, ben, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même configuration, Sylvie. On est dans une toute petite zone de congestion latérale, c'est-à-dire qui montre pour le moment pas mal de force, puisque après cette énorme progression haussière symbolisée donc par cette vague d'impulsion qui est passée de 28 à 37, et ben en fait on consolide latéralement, c'est-à-dire que les prises de profit elles sont vraiment minimes. C'est un titre qui est extrêmement fort au vu de ce qui se passe sur les indices et sur les autres actions. Donc, on n'est pas en présence d'un double top, il n'y a aucune figure de retournement. Pour le moment, on est manifestement en présence d'un titre qui devrait continuer, a priori, sa tendance haussière. Voilà, Sylvie, j'ai répondu à vos questions. Mathieu, est-ce que Sylvie a d'autres questions? Est-ce que d'autres auditeurs ont des questions par rapport à ce que j'ai expliqué? Non, non, c'est assez clair. Que D'accord, Sylvie est satisfaite par ton explication. ok. Euh, Tu veux passer à quelle J'ai question mal le temps. de Jean-Paul ou Jacqueline Ah, alors? oui, on va traiter elle est rapide, la question de Jacqueline sur Gemalto. D'accord. Donc Jacqueline nous demande Et Gemalto, deux à long mots terme. sur Gemalto, donc à long terme. Alors, ça, c'est Gemalto à court terme. Vous serez d'accord qu'on comprend absolument rien à ce qui se passe sur le titre. Donc vous vous souvenez que dans des webinaires précédents, je vous ai dit chaque fois que vous analysez ou que vous voulez diagnostiquer la structure d'un actif sur un horizon de temps donné, vous devez systématiquement commencer par l'analyse sur l'horizon de temps supérieur. Et donc on va se mettre en hebdomadaire, on va compresser. Attendez, je vais supprimer tout ça. Voilà. Et vous voyez que sur Gemalto, voilà, on est dans un trading range. OK? J'enlève tout ça. Voilà. Donc, Jacqueline, sur Gemalto, on part d'un diagnostic quasi impossible à faire sur un an, avec des gaps partout. Alors là, pour le coup, vous voyez, il y a beaucoup de gaps communs, c'est-à-dire des gaps qui ne franchissent rien. Il y en a dans tous les sens. Le chart de Gemalto, c'est un véritable gruyère. Et quand on se met comme ça, on ne comprend pas grand-chose. Donc, on se met en 5 ans hebdomadaire, on compresse. Et déjà, qu'est-ce qu'on voit sur Gemalto? On voit que depuis 5 ans, on est dans une grande zone de consolidation entre 83 et 46. Alors,
je vous l'accorde, elle est juste gigantesque. Et à l'intérieur de cette zone de consolidation, on a une deuxième zone de consolidation entre 46 et 64. Hein. C'est vraiment ça qui prédomine sur le chart. Et à l'intérieur de cette zone de consolidation entre 46 et 64, on est juste au milieu du range. Donc sur Gemalto, on est dans un trading range, dans la partie basse d'un trading range qui est lui-même inséré à l'intérieur d'un trading range plus grand. Et alors on va mettre 30 ans. Voilà. Et on voit qu'on est vraiment dans une énorme zone de consolidation après une impulsion extrêmement importante puisqu'on est passé de 13 à 83. Okay, donc là, pour le moment, sur Gemalto, tant qu'on n'a pas franchi la résistance à 64 euros, eh bien, on est forcé de constater en fait qu'il n'y a aucune opportunité pour faire quoi que ce soit. Si on dépassait 64, alors ça voudrait dire qu'on irait vraisemblablement sur 83. Si on casse 46, alors ça voudrait dire qu'on irait vraisemblablement dans un premier temps sur le précédent support, sur la précédente résistance, pardon, potentiellement support à 35. Mais pour le moment, sur Gemalto, on est juste à l'intérieur d'une zone de consolidation avec donc à la vente ou plutôt à la baisse support à 46 et en résistance 64. Voilà ce qu'on peut dire sur Gemalto. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il y aura manifestement une grosse question lors du troisième test de cette zone avec potentiellement un franchissement, mais enfin bon, on en est encore très loin. Alors, Mathieu, on continue avec Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, tu avais parlé de Téléperformance et Ipsen la semaine dernière. Et effectivement. Alors, effectivement, Jean-Paul nous dit à quel prix doit-on placer son stop de protection? Alors, ça, c'est une question qui a plus un lien avec le trading qu'avec l'analyse technique. Parce que comme on l'avait dit il y a 15 jours ensemble, votre stop de protection, plus il est éloigné, moins vous avez de chances de vous faire stopper, plus vous avez par conséquent de chances de rester dans la tendance, sauf que si votre stop de protection il est très éloigné, ça veut dire que vous risquez de perdre plus d'argent. Alors c'est pour ça qu'on rentre là maintenant dans des considérations qui sont très éloignées de l'analyse technique et qui s'approchent plus du money management. Si vous avez, si la taille de vos positions est toujours la même, c'est-à-dire vous dites par exemple, moi je rentre systématiquement une ligne de 3 000 ou de 5 000 euros sur un actif. Si vous avez donc des tailles qui sont si vous avez des positions qui sont toutes de taille identique, vous n'avez pas intérêt à mettre votre stop trop loin parce que ça veut dire que vous allez perdre une somme d'argent significative si vous mettez votre stop à plusieurs points de pourcentage du support. En même temps, si vous mettez votre stop sur le support, vous allez être stoppé sur le niveau d'achat. Donc, c'est pas non plus très intelligent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est plus vous mettez votre stop loin du niveau de support, plus vous allez réduire la taille de votre position. C'est-à-dire que vous allez dire, par exemple, moi, je suis prêt à prendre 150 euros de risque sur cette position. Et ben, si je mets un stop à 10%, je vais prendre que 60 actions. Et si je mets un stop à 2%, je vais prendre 3 fois plus d'actions. Ma taille sera 3 fois plus importante. En fait, vous allez faire varier la taille de votre position en fonction de la distance au stop.
Alors, après, chacun a sa méthode. Il y a des opérateurs qui préfèrent avoir des positions qui ont toutes la même taille, d'autres qui préfèrent moduler comme je viens de l'expliquer. En tout cas, Jean-Paul, moi, ce que j'utilise pour savoir un petit peu quelle est la distance au support ou à la résistance que je dois mettre pour mon stop, on en avait déjà parlé lors d'un webinaire précédent. J'utilise un ATR, c'est-à-dire un Average True Range, qui est en fait une méthode de calcul qui prend en compte la volatilité du sous-jacent sur une période, sur un nombre de périodes que vous déterminez vous-même, et je soustrais ou j'additionne cet ATR au support ou à la résistance. Alors, c'est pas l'objet de ce webinaire de rentrer dans le détail non seulement du calcul de l'ATR, mais de la détermination du nombre de périodes pour savoir comment fixer ce qu'on appelle le bruit, puisqu'en fait l'ATR c'est le bruit, mais pour vous répondre, il faut que vous preniez, donc je vous encourage à acheter ou à consulter des ouvrages d'analyse technique et vous pouvez le faire par exemple en étant membre de la FAT puisque nous avons une bibliothèque et on prête donc des livres, mais je vous encourage donc à consulter des livres d'analyse technique, soit dans une bibliothèque, soit en les achetant vous-même, de manière à avoir toujours à portée de la main une référence académique pour ça, à laquelle vous pourrez toujours vous référer en cas de doute. Mais donc c'est important que vous lisiez, que vous vous documentiez, c'est important que vous vous instruisiez sur la construction des indicateurs techniques pour que vous compreniez effectivement comment vous devez vous en servir. Et donc par rapport à l'ATR, c'est un exemple typique où je vous encourage à vous documenter pour savoir comment le calculer en fonction de la volatilité du marché. Mais en tout cas, c'est ce que j'utilise. Et donc, ce que je vais faire, c'est que si j'ai par exemple un ATR de, on va dire, de 25 centimes, eh ben, je vais mettre un stop à 30 centimes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais avoir mon niveau de support, ben, je vais soustraire à ce niveau de support 25 centimes si c'est l'ATR et je vais encore prendre 5 ou 10 centimes de bruit. Et c'est comme ça que je vais mettre ma distance au stop, au support, pardon. Voilà, donc Mathieu, je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Exactement. D'ailleurs, Alors, Jean-Paul te remercie et voilà, précise que lui, il met souvent son stop arbitraire à moins 3% du plus haut atteint, car il n'a pas d'outil permettant d'avoir l'ATR. Euh, on a alors également. oui, vas-y Mathieu. Ah, vas-y, vas-y, finis sur la remarque de Jean-Paul. Oui, On fera une alors question après. Jean-Paul, en fait, mettre un stop à 3% au-dessus ou au-dessus d'une résistance ou en dessous d'un support, c'est une bonne méthode, mais elle est incomplète parce qu'elle ne peut pas s'appliquer à tous les sous-jacents. Vous ne pouvez pas, par exemple, euh, mettre le même pourcentage de, de bruit sur un titre comme L'Oréal ou comme Total et un titre comme Neopost qui est super volatile alors que Total ou L'Oréal ce sont vraiment des titres qui sont très lents. Donc autant 3% ça peut paraître beaucoup sur L'Oréal, autant 3% sur Neopost ça peut être peu. C'est pour ça que c'est important d'essayer de trouver un outil qui prend la volatilité historique du sous-jacent que vous considérez et qui la prend en compte pour savoir où vous devez mettre votre stop. Parce que si c'est un titre qui est très volatile, alors typiquement parce que il y a une OPA, typiquement parce que il y a des résultats qui sont surprenants ou au contraire catastrophiques, enfin il peut y avoir beaucoup de volatilité et il faut que cette volatilité qui apparaît de manière soudaine, eh bien vous puissiez la prendre en compte. Donc c'est pour ça que prendre
un même pourcentage sur une grosse capitalisation, autrement dit Total, c'est la plus grosse capi française, et prendre le même pourcentage sur une petite capitalisation, une small cap ou une mid cap, c'est pas forcément pertinent. Il faut essayer de trouver un système pour prendre en compte la volatilité. Voilà Mathieu, je voulais juste te dire ça. Parfait. Merci, merci pour Jean-Paul. On a Hervé, lui, qui nous demande, et je pense qu'on terminera peut-être sur ça. On verra s'il y a encore une question et le temps qu'il te faudra pour y répondre. Il souhaiterait que l'on analyse la baisse de Valourec. D'accord. Alors je vais aller chercher Valourec. Alors, attendez, est-ce que je peux trouver une autre voilà, on va se mettre comme ça. Donc voilà Valourec. Alors qu'est-ce que c'est le premier réflexe à avoir alors j'imagine que la question, Mathieu, c'est sur du court terme. Euh, Hervé, alors, pouvez-vous le préciser? alors, on va partir du principe que c'est sur du court terme. Donc première chose, déjà, on se met à moyen terme. Voilà. Déjà, on voit que on est sur un titre qui a énormément baissé puisque en septembre 2013, il s'est changé à 29 euros et il a fait un bottom à 1,93 €, bon à 2 euros. Donc vous le voyez, déjà, c'est toujours extrêmement important de replacer les choses dans leur contexte et de voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va s'occuper donc de la dernière, de l'évolution la plus récente. On a eu ici une zone de résistance qui correspondait en fait à un niveau qui datait d'octobre 2015. Et vous le voyez, quand on est arrivé sur ce niveau d'octobre 2015, on a eu, après cette forte impulsion haussière, une première prise de bénéfice, une impulsion baissière, une deuxième reprise haussière, avec là aussi un titre qui a échoué non seulement à venir tester les précédents plus hauts, mais qui s'est même arrêté avant, et puis Le qui est fameux double top, nous précise Bernard. alors, le fameux double top, alors c'est vrai que vous voyez, c'est merci Bernard parce que les choses ne sont jamais simples. L'analyse technique, c'est tout sauf une science. Et vous le voyez là pour le coup, on a effectivement une ligne de coup, c'est-à-dire le creux qui est situé entre les deux sommets, qui a effectivement été enfoncé de manière très claire. Et puis derrière, on réintègre le support, on réintègre, on échoue à revenir sur la zone à 7,50 et puis on repart à la baisse de manière très significative. Donc maintenant, regardez, sur Valourec, où est-ce qu'on est? On est revenu sur ce niveau qui est très important, qui est justement la ligne de coup de ce double top. Alors, je trouve qu'il n'a pas vraiment il a plus la tête vraiment d'un double top. Parce que c'était un beau double top potentiel comme ça. Et puis, vous le voyez, il n'a pas donné ce qu'il devait, puisque quand on fait la projection, il aurait dû descendre ici avant de réintégrer. Il a réintégré, il a rebaissé. Bon, on va dire que c'est un petit peu plus compliqué qu'un double top. Mais en tout cas, on a ce creux qui est important, puisqu'il a été enfoncé, il a été réintégré, il a été de nouveau enfoncé, et puis maintenant on retourne dessus, et qu'est-ce qu'on voit qu'on a de nouveau des vendeurs qui conservent ce niveau à 6,50. Donc sur Valourec, et vous allez essayer de me suivre parce que c'est important. Sur cet horizon de temps ici,
vous voyez, on a une tendance haussière et cette tendance haussière, elle a été interrompue avec des creux et des sommets qui ont été descendants. Donc là, on est clairement dans une tendance haussière qui s'est retournée. Maintenant, cette tendance haussière qui s'est retournée à la baisse, elle est en train de se retourner à la hausse. Parce que, vous le voyez, on a de nouveau des creux et des sommets qui sont ascendants. Donc là, on est vraiment sur une évolution qui est très chaotique. Sur Laurent, est-ce que Oui, en même temps tu peux afficher les niveaux de Fibonacci? On me demande. alors les niveaux de Fibonacci, ce que je vais prendre en compte, c'est celui-ci. Donc, on a fait un 62% de retracement de toute cette impulsion. Et c'est le seul que je vais garder. Les autres ne m'intéressent pas. Donc, on a fait un 62%. Et sur le 62%, on est reparti à la hausse. Alors, euh, moi, sur Valourec, je resterai à l'écart parce que d'abord, c'est un titre qui va très très vite. Autrement dit, vous voyez que aussi bien à la hausse qu'à la baisse, il y a beaucoup de volatilité. On va très très vite et par conséquent, il y a du stress, il y a beaucoup d'émotions sur le titre et par conséquent, c'est vraiment c'est sportif. Hein. Moi, je remarque que on est sur une tendance haussière invalidée par une tendance baissière qui est elle-même invalidée par une tendance haussière de plus court terme. J'attendrai encore sur Valourec pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Alors, qu'est-ce qui peut se mettre en place typiquement? Ce qui peut se mettre en place, c'est par exemple euh, une sorte de, vous voyez, de tête-épaule inversée. C'est-à-dire que c'est une figure de continuation. Vous voyez, on pourrait avoir quelque chose dans ce genre. Autrement dit, on consolide l'impulsion précédente, enfin la hausse précédente. C'est pas vraiment une impulsion. Là, on a une impulsion, là, on a une consolidation latérale, et là, on a de nouveau une impulsion. Donc, on pourrait repartir à la hausse, retester la ligne de coup, repartir à la baisse et la franchir. Ok, ça, c'est une possibilité. On pourrait faire quelque chose comme ça. On pourrait également faire quelque chose dans ce genre. Regardez. On serait en train de mettre en place en fait un énorme triangle. Donc on repartirait ici, on ferait ça, ça, ou au contraire, on pourrait repartir à la baisse. Ok. Donc qu'est-ce que j'essaye d'exprimer ici? J'essaye d'exprimer l'idée que on avait un trend haussier qui était puissant et que ce trend est en train de se métamorphoser dans une figure inconnue de consolidation et il va falloir attendre de voir comment cette figure évolue pour essayer soit de voir apparaître une figure connue, donc une tête-épaule, un rectangle ou autre chose. Regardez, ça peut également être je vais continuer, hein, puisqu'en fait tous les scénarios sont possibles. Mais le fait que tous les scénarios sont possibles, ça montre bien qu'on est dans une consolidation. Autrement dit, regardez, on peut faire ça, et on peut faire ça, et on peut se dire, on va être maintenant dans un trading range sur Valourec. Vous voyez, en fait, tout est possible. Donc moi, quand je suis dans ce genre de construction, je m'abstiens de rentrer, à moins que sur des horizons de temps beaucoup plus petits, je décèle des figures, des structures qui me permettent d'intervenir. Mais là, pour le coup, peut-être qu'on va avoir une résistance ici, peut-être que la résistance, elle va être plus haut. Enfin, vous voyez, là, on a également potentiellement un support. Enfin, on a des trucs dans tous les sens. Donc, on est dans une zone de consolidation sur Valourec. Les niveaux, et c'est ça qui est important, qui signaleraient la fin
de cette consolidation, ça serait un nouveau sommet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on franchit ce niveau, on pourra dire que cette consolidation est terminée et qu'on repart à la hausse et qu'on va vers de nouveaux sommets. À l'inverse, le niveau qui serait significatif à la baisse, si on casse ce niveau à 5,13 €, ça veut dire que vraisemblablement, on va aller sur 4,06 et puis après, on va aller dans cette zone entre 3,67 et 4,06. Ici, vous voyez. Et là, je vais faire ça comme ça. Donc, soit effectivement, on dépasse ce niveau de résistance et ça veut dire qu'on repart à la hausse et que la tendance de moyen terme haussière reprend ses droits et on va faire de nouveaux sommets. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre sur un horizon de temps plus grand pour essayer de voir un petit peu quels sont les niveaux de résistance historiques sur lesquels le cours pourrait buter, ou alors on va utiliser des techniques d'extension de ratio de Fibonacci pour déceler les nouvelles résistances théoriques, ou alors on va avoir un trading range et on va faire la hauteur du range, ou alors on va avoir une tête épaule inversée et on va faire la projection de la tête. Enfin, il y a plein de techniques pour savoir où est-ce que ça peut aller à la hausse si on franchit effectivement ce niveau. Soit au contraire, on se retourne de manière plus durable, on casse les 5,13 €. Et alors là, dans ce cas-là, vous voyez, il y a un potentiel de baisse plus important puisqu'on peut retourner sur ce niveau. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est quasiment au milieu du range. On est à mi-chemin, on est vraiment au milieu du gué entre 5,13 et 7,36. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'opportunité. Il faut au moins attendre de rejoindre l'une des deux bornes pour voir effectivement ce qui peut se passer. Voilà Mathieu. Merci, Laurent. Je pense que j'ai une question très rapide à laquelle tu peux répondre. Si tu penses que c'est long, on la garde pour la semaine prochaine. C'est Yann qui demande quelles sont les durées de temps qui correspondent à court terme, moyen terme et long terme. Ok. Alors, court terme, on va dire que c'est tout ce qui évolue entre 15 jours et 3 mois. Moyen terme, ça va être entre 6 et 18 mois. Et long terme, c'est tout ce qui va dépasser 24 mois. Parfait. Voilà, bon, écoute, merci Laurent. J'espère que Yann, ça répond à votre question. Hervé, de rien. Donc, Hervé te remercie aussi, Laurent. Rien, C'est la fin avec du webinaire. Un long week-end sans bourse. Long week-end sans bourse. Merci Laurent, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos spectateurs. Encore une fois, n'hésitez pas à les poser, à nous envoyer par mail, donc à varan au pluriel .info@bnpparibas.com. On se fera un plaisir de les transférer à Laurent et il y répondra autant qu'il le peut dans les 1 heure impartie. Laurent, je te dis à bientôt et Merci au revoir à Mathieu. tous. Merci Mathieu, merci à tous pour votre présence. On te Bon conseille week-end de garder la barbe. prolongé de Pâques, pardon. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, on te conseille de garder la barbe. Ah bah c'est gentil. Pour le moment, c'est prévu. En tout Bah, cas, écoute, merci beaucoup pour vos questions, pour votre intérêt. Bon week-end de 4 jours à tous. Et puis alors, n'oubliez pas, on se retrouve mardi prochain sur 100% marché et puis jeudi prochain pour le prochain webinaire. Et Mathieu sera absolument ravi de collecter toutes vos questions et de me les exactement. transmettre. Voilà, n'hésitez pas. Exactement. Et puis vous pouvez nous parler d'autre chose que des actions quand même, hein, parce qu'à chaque fois Oui, effectivement, c'est oui, c'est des vrai. actions. Il y a du forex, il y a des Pas, matières premières, il y a les taux, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se traiter donc, et qui est intéressant. Donc n'hésitez pas. Bon week-end à D'accord. tous. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Ciao Laurent. Bon week-end.